Salut, c'est Cindy, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture consacré à 100% à des thrillers. Donc les 10 romans que je vous présente aujourd'hui faisaient partie de ma pile à lire du Black November de 2024. Oui, je suis consciente que j'ai pris un peu de retard à venir vous dire mon avis sur les livres, mais bon, de toute façon, peu importe le moment de l'année, c'est toujours le fun de lire un thriller. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, mon objectif, en fait, c'est de venir vous dire quels thrillers sont à lire absolument. Donc, si vous avez envie d'un bon thriller, là, ben, je veux à la fin de cette vidéo vous dire, ben, lisez lui ou lui, mais tu sais, j'aimerais ça avoir une sélection d'incontournables dans le genre. Alors voilà, commençons tout de suite par le premier que j'ai lu, Le secret des andrones de Pierre Magnan, publié aux éditions Folio. Alors, rappelez-vous, si vous avez vu la présentation de ma pile à lire, c'était le livre que m'avait offert ma fille avec son petit budget de 2 $. Alors, dans ce roman, on est avec le commissaire Laviolette, qui est en fait un retraité de la police, et au tout début du livre, il va y avoir un meurtre pendant une pièce, pendant une pièce de théâtre, voilà. D'ailleurs, on le sait pas tout de suite que c'est un meurtre parce que les gens pensent que ça fait partie de la mise en scène de la pièce de théâtre, mais voilà, on va vraiment découvrir un corps et justement, c'est le commissaire Laviolette qui va enquêter sur ce meurtre. Et il va en avoir d'autres meurtres. Et d'ailleurs, on n'est pas toujours avec le commissaire, on va aussi être avec d'autres personnages, des personnages qui habitent la ville de Cisteron, donc tous des personnages qui ont évidemment des liens avec la victime. Donc voilà pour le résumé. C'est un roman, oh, j'aurais aimé ça vous dire que c'était une super belle découverte. En fait, j'aurais aimé dire à ma fille, oh wow, tu m'as fait découvrir quelque chose d'incroyable, ma cocotte. Mais non, malheureusement, j'ai pas aimé ce roman. En fait, le pire, c'est que j'ai pas tant de raisons, outre que ça a mal vieilli. Tu sais, il y a des livres qui vieillissent bien et il y en a d'autres qui vieillissent mal. Ben, je trouve que ce livre fait partie de la catégorie des romans qui vieillissent mal. Tu sais, dès les premières pages, là, je le sentais là, que je lisais un vieux livre, là, tu sais. Fait que je sais pas, on dirait que ça a pas bien traversé le temps, ça a pas bien traversé les années, malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai tenté, puis hein, ça aurait pu être une belle surprise, mais non, ça n'a pas été le cas. Alors ensuite, le prochain livre que j'ai lu, c'est le premier tome d'une trilogie, le Rasoir d'Occam de Henry Lovenbrook, publié aux éditions J'ai lu. Alors, c'est le premier tome avec Harry Mackenzie, qui est un analyste des renseignements généraux. Et en fait, là, il va être, dans ce roman, il va être confronté à la plus extraordinaire et la plus violente affaire de sa carrière. Et tout ça va le mener, en fait, vers un groupe occulte. Et donc, il va commencer en fait, tout ça va l'emmener vers le secret des pages manquantes du célèbre carnet de Villard du 13e siècle. Donc, voilà, c'est un roman, ben, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça, mais honnêtement, je vous dis pas que ce livre n'est pas bon, vraiment pas du tout. Mais moi, ça m'a ramené aux années où, il y a longtemps, j'essayais de lire Dan Brown parce que tout le monde lisait Dan Brown. Vous vous souvenez, son énorme succès Da Vinci Code. Ben moi, je fais partie des seuls qui ont pas aimé ce roman. Là, je suis pas en train de vous dire que Dan Brown, c'est pas bon. Pas du tout. C'est juste que je me rends compte que moi, les thrillers dans lesquels l'enquête repose sur... Tu sais, il faut déchiffrer des documents très anciens pour pouvoir résoudre l'enquête. Tu sais, des romans finalement historiques, des thrillers historiques, voyons, slash ésotériques. C'est pas pantoute mon genre. Et là, vous devez vous dire, ben Cindy, tu le savais, pourquoi tu as lu ce livre-là? C'est parce que moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour un roman d'Henry Lovenbrook en 2024. Je l'ai dit à mon collègue et mon collègue m'a emmené la trilogie de cet auteur. Puis d'ailleurs, lui a adoré cette trilogie. Donc, comme je vous dis, c'est pas parce que je n'ai pas aimé ce livre que vous ne l'aimerez pas.
C'est juste qu'on n'est pas pantoute dans mon genre. Donc voilà, si vous aimez justement les romans de Dan Brown, si vous aimez les romans de J.R. Dos Santos, ça m'a un peu fait penser à La Formule de Dieu que j'ai lu aussi l'année passée puis que j'avais pas vraiment aimé pour les mêmes raisons. Ben certainement que je vous conseille d'essayer cette trilogie, mais voilà, j'étais pas le bon public. C'est tout, c'est pas grave. Le prochain roman, c'est aussi le premier tome non pas d'une trilogie, mais d'une tétralogie, donc Code 93 d'Olivier Norek, publié aux éditions Pocket. Alors, dans ce roman, c'est pas si facile de faire un résumé, mais en tout cas, on est avec le capitaine de police, Victor Coste, et ce que je peux vous dire, c'est que le premier corps qu'ils vont découvrir, en fait, ils pensent être face à un cadavre, mais finalement, le corps en question va se réveiller sur la table d'autopsie. Oh! Et donc là, ça ne sera pas le seul corps d'ailleurs qu'ils vont trouver, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est le genre de roman policier un peu tentaculaire, c'est-à-dire que c'est une enquête qui va ouvrir sur d'autres choses également. D'ailleurs, ça va nous amener à découvrir justement Victor Coste ainsi que ses collègues, donc on va un peu connaître leur passé. D'ailleurs, j'ai vraiment senti, moi, ce roman que j'ai senti qu'il était très introductif. Je vous dis ça, il est complet, là, c'est un roman complet, mais moi, j'ai fermé le livre en me disant « Oh, cool, j'ai très envie de retrouver Victor Coste et son équipe dans les prochains livres. C'est des personnages que j'ai grandement appréciés, j'ai aimé comment c'était écrit, mais l'enquête, l'histoire de ce roman, je l'ai pas trouvé plus palpitante que ça. Tu sais, je peux pas dire que c'est un roman que je tournais les pages là, avec énormément j'ai pas trippé plus que ça, finalement. Comme je vous dis, j'ai très envie de poursuivre la tétralogie, mais celui-ci, tu sais, c'était un bon thriller, mais sans plus. Tu sais, j'ai lu d'autres romans d'Olivier Norek que j'ai de loin préférés à celui-ci. Donc voilà. Je vous cacherai pas que c'était peut-être un peu une déception parce que j'avais de grandes attentes, mais il reste que, tu sais, c'est un bon thriller, là. C'est juste qu'il était pas aussi bon que je l'aurais espéré. Voilà. Ensuite, j'ai lu Eau sombre de Suzanne Jensen, publié aux éditions Les Princes de la Cité dans la collection Sang d'encre. Alors ici, on est avec une famille, donc les parents Martin et Alexandra, ainsi que leurs 2 enfants, Adam qui a, me semble à peu près 3 ans, et Nelly qui a un petit bébé naissant. D'ailleurs, au début du livre, la maman souhaite, elle s'en va avec son petit bébé pour se reposer. Si je me souviens bien, elle s'en va chez ses parents. Donc, pour prendre un peu de repos, et c'est donc le papa Martin qui reste seul à la maison avec son petit garçon Adam. Et là, il faut savoir que eux, leur maison est située sur une île sur le bord des côtes suédoises. Et donc, la fameuse fin de semaine où Martin se retrouve seul avec son enfant, ce dernier va disparaître. Et là, on va conclure à une noyade parce qu'en fait, il y a quelques indices qui tout portent à croire en fait que le petit garçon s'est malheureusement noyé. Donc après ça, évidemment qu'on est avec une famille brisée, avec un papa qui sombre dans la dépression, mais aussi qui croule sous la culpabilité énorme qu'il ressent face à la disparition de son enfant. Et donc là, le temps passe, et là, je vous dirai pas dans quel contexte, mais le papa va faire des découvertes qui vont lui faire douter que peut-être que finalement son fils ne s'est pas noyé. Donc voilà, je m'arrête là pour le résumé. Moi, c'est un roman, je l'ai peut-être pas beaucoup, mais je l'ai vraiment aimé, et le pourquoi je l'ai aimé, c'est que l'intrigue a fonctionné à 100% avec moi. Plus on faisait de découvertes, et plus j'avais envie de tourner les pages, et j'avais donc bien hâte d'arriver à la fin pour connaître le fin mot de cette histoire. Vraiment, j'ai adoré l'intrigue, je la trouvais très réussie. Là où, tu sais, c'est un roman, c'est quand même très bien, là, je lui ai donné 4 étoiles sur Goodreads, comme je vous dis, c'était une très bonne lecture. Le pourquoi c'était peut-être pas un 5 étoiles,
le pourquoi ça sera pas mon trailer préféré de la sélection d'aujourd'hui, c'est que le sujet, normalement, je pense, aurait dû me procurer des émotions. C'est-à-dire que moi, là, les romans dans lesquels on a la disparition d'un enfant, les romans dans lesquels on a des parents, ben justement, qui ont perdu un enfant et qui souffrent voyons, moi tu le dis. Tu sais, je pense en fait qu'il n'y a rien de pire qui peut arriver dans la vie que de perdre un enfant, honnêtement. Donc, tu sais, c'est quelque chose d'habitude qui vient complètement me chambouler. Et dans ce cas-ci, j'ai pas vraiment eu d'émotion, je me suis pas vraiment attachée au personnage. Et donc, c'est la raison pour laquelle, parce que, tu sais, je me dis que si j'avais eu les émotions, en plus de l'intrigue qui est très réussie, ben, tu sais, c'est sûr que ça aurait été un méga coup de cœur. Mais non, ça n'a pas été un coup de cœur. Mais comme je vous dis, c'est pas grave en soi. Là, tu sais, je suis pas obligée d'avoir toujours des émotions à lire un thriller. C'était ce que je recherchais, une bonne intrigue. Et à ce niveau-là, c'est réussi. C'est juste que dans le fond, je vous explique pourquoi ça n'a pas été un enchantement plus que ça. Mais quand même, un bon divertissement. Vraiment, je vous le recommande si c'est le genre d'histoire qui peut vous plaire, là. J'ai passé un très bon moment avec ce roman. Ensuite, j'ai lu Le manuscrit inachevé de Franck Tillier, publié aux éditions Pocket. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? Je vous dirais qu'on suit un peu deux histoires en parallèle, mais qui ont des liens ensemble. Donc, premièrement, on est avec Léane, qui est une auteure à succès de thriller. Elle est mariée à un policier et elle est mariée, mais en fait, on comprend rapidement qu'ils sont séparés. Et ils ont une fille, Sarah, qui a été enlevée il y a de ça quelques années et on ne l'a jamais retrouvée. Donc ça, c'est la première histoire. Et en fait, ouais, j'ai autre chose à dire sur cette histoire, c'est que le mari, comme je vous disais, qui était le policier, on le retrouve au début du livre, il a subi une agression et il est devenu, suite à cette agression, amnésique. Donc il se souvient de rien, en fait, de rien partout, il se souvient même pas de sa fille. L'autre histoire qu'on suit en parallèle, ce sont deux enquêteurs qui vont, au tout début du livre, trouver une voiture accidentée et dans le coffre de cette voiture, il y a un corps, donc un cadavre, qui va évidemment les amener à enquêter sur ce cadavre. Et comme je vous disais, il y a des liens entre ces deux histoires. Je pourrais même aller plus loin avec le résumé mais en fait, je peux pas tant vous en dire plus parce qu'il y a plein de choses. Tu sais, je vous l'ai dit que c'est le premier tome d'une... Non, je vous l'ai pas dit. Hein? C'est le premier tome d'une trilogie. Et on sait pas tout. On sait pas tout à la fin. Je vous explique. Quand on commence ce roman, on comprend qu'on lit le livre, le manuscrit inachevé de Caleb Traskman. Mais c'est pourquoi je peux pas vous en dire plus à ce niveau-là, c'est que j'ai pas tout compris. Là. Je sais pas exactement vers où ça va nous mener cette histoire de roman qui est dans un roman, là, tu sais. Donc voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai très envie de poursuivre la trilogie, d'autant plus que j'ai adoré ce roman. Hey, écoutez, c'est un thriller de 600 pages et il n'y a aucun temps mort dans ce roman. Hey, moi, c'est mon deuxième roman de Franck Tillier et déjà, je peux dire que cet homme est un dieu du rythme. C'est fou, le rythme dans ce livre. Une découverte n'attend pas l'autre. Un nouvel élément, un revirement de situation, une nouvelle révélation, ça n'arrête pas. Tellement qu'à un moment donné, je me suis dit, voyons, est-ce que c'est un peu trop? Et là, je me suis dit, non, c'est pas trop. Non, Cindy, t'as du fun, ça n'a même pas de bon sens comme t'as du fun. donc voilà, vraiment là, un divertissement extraordinaire. Si vous avez envie d'un thriller page-turner, tu sais, là, comme je vous dis, là, ça n'a pas de bon sens, ça n'arrête jamais jusqu'à la toute fin. Donc vraiment, j'ai adoré ce thriller. Donc voilà, je coupe la vidéo, mais je vous reviens immédiatement pour vous, avec 5 autres thrillers. Donc à tout de suite!
Me voici de retour pour le deuxième segment de cette vidéo, changement de décor. Je suis d'ailleurs désolée, ça n'a jamais été ma force, moi, les décors dans mes vidéos, mais là, on atteint des sommets, c'est vrai, c'est vraiment pas un bel arrière-plan. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc, ben voilà, je poursuis avec 5 autres thrillers. Alors, j'ai lu La Défense Lincoln de Michael Connelly. Dans ce roman, on découvre le nouveau personnage Mickey Haller, qui est un avocat. On va être avec ce personnage pendant encore plusieurs tomes par la suite, mais celui-ci, c'est vraiment le premier. Et dans ce livre, Mickey Haller va défendre un fils de riche qui a tout l'air d'être innocent au départ. Il est accusé d'avoir agressé une femme et même d'avoir tenté de la tuer. Et donc, Mickey Haller va devoir le défendre, mais c'est pas évident parce qu'il n'est pas habitué de défendre des innocents. Et d'ailleurs, c'est un peu la raison pour laquelle c'est pas un avocat qui est très, très apprécié de ses pairs parce que, bon, voilà, il défend toujours des coupables, il défend les mauvais, il défend des méchants, finalement. Et d'ailleurs, il n'hésite pas à mentir ou à détourner la vérité pour défendre ses clients, pour avoir de l'argent. Parce qu'en effet, c'est pas un avocat qui travaille par vocation, mais bien pour le cash. Et il le dit haut et fort. Et d'ailleurs, vous devez vous dire, ça doit pas être un personnage très attachant, mais détrompez-vous, c'est au contraire un personnage extrêmement attachant. En tout cas, moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce personnage. Je l'ai trouvé un peu drôle aussi, d'ailleurs, parfois. Et c'est fou, hein, parce que je vous ai quitté avec le premier segment de cette vidéo avec un roman, comme je vous disais, qui faisait plus de 600 pages et que j'avais trouvé palpitant d'un bout à l'autre. Eh bien, c'est la même chose pour ce roman, qui est aussi quand même un bon roman de... Bon, 620 pages et dans ce cas-ci aussi, je ne me suis ennuyée à aucun moment. Mais je vous dirais pour des raisons différentes parce que dans le roman de Franck Tillier, c'était vraiment, comme je vous disais, des rebondissements qui arrivaient les uns après les autres. Dans ce roman, c'est beaucoup plus modeste, on est moins dans du gros tape à l'œil, mais je pense que c'est une des forces de Michael Connelly de construire des histoires tellement réalistes, c'est tellement bien ficelé, tout se tient, ça sonne vrai. Et c'est ce que je pense que les amateurs de romans policiers apprécient de Michael Connelly. Ses romans sont toujours extrêmement qualitatifs. Dans mon cas, j'en ai lu quand même quelques-uns de cet auteur. Il y en a que j'avais beaucoup aimé, je pense entre autres à Le Poète, mais honnêtement, j'avais jamais eu un gros coup de cœur, mais celui-ci, ça a été le cas. C'était vraiment un gros coup de cœur. D'ailleurs, vous l'avez sûrement vu passer. Si vous avez regardé ma vidéo de mon top 10 de l'année 2024, il faisait partie de mon top de fin d'année. Donc, je pense que c'est vous dire à quel point j'ai aimé ce roman. Ensuite, j'ai lu un livre d'un auteur que j'apprécie énormément, Dennis Lehane. Donc, cette fois-ci, j'ai lu Un dernier vers avant la guerre et publié chez Rivage Noir. Je ne vous l'avais pas dit, hein, le précédent, moi j'avais la version Le livre de poche. Donc, dans ce roman, ici aussi, c'est le premier tome d'une série avec 2 détectives privés, Patrick Kenzie et Angela Gennaro. Je pense qu'on dit Gennaro, en tout cas. Et donc, 2 détectives privés. Et dans ce roman, ils vont être engagés par 2 sénateurs très influents pour qu'ils retrouvent une femme de ménage noire qui serait disparue en emportant des documents confidentiels. Et donc, les détectives vont en effet partir à la recherche de cette femme, mais finalement, ça avait l'air d'une recherche bien banale, mais ça va s'ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus grand que je vais évidemment vous laisser découvrir si jamais vous avez envie de lire ce roman. Pour ma part, c'est ma première déception avec Dennis Lehane. Je dis ça comme si j'en avais juste lu 2 avant ça, mais les 2 que j'avais lus de cet auteur, ça avait été des gros coups de cœur. Donc, mes attentes étaient très élevées. Et dans ce cas-ci, tu sais,
Ce roman-là, là, c'était le combo parfait. T'sais, autant j'aimais le personnage principal que j'aimais l'enquête. Dans ce cas-ci, premièrement, les deux personnages qu'on va suivre dans les prochains tomes, nos deux détectives, je me suis absolument pas attachée à ces deux personnages. C'est pas tant que je les ai pas aimés, mais j'étais carrément indifférente face à eux. Puis, tu sais, dans des séries où justement on a des personnages qui reviennent, des personnages récurrents d'un tome à l'autre, ben un des plaisirs, c'est d'avoir hâte de les retrouver. Mais dans ce cas-ci, comme je vous dis, puisque j'étais indifférente face à eux, je n'ai pas ce sentiment d'avoir envie de les retrouver dans les tomes suivants. Donc déjà en partant, tu sais, ça part mal en fait. Et l'autre chose, c'est que l'enquête, j'ai trouvé que c'était long avant qu'on commence à avoir des développements autour de l'enquête, tu sais, puis trop long en fait, puis on dirait que quand ça commence à bouger, quand ça commence à être intéressant, c'est comme si moi j'avais déjà un petit peu décroché. Peut-être que j'ai décroché trop vite dans ma tête, mais voilà, pour ma part, j'ai pas beaucoup aimé ce roman malheureusement. Le prochain livre que j'ai lu, aussi une autrice pour qui j'avais quand même de bonnes attentes puisque j'avais aimé son autre livre, mais là, j'aurais pas dû m'avancer parce que je me souviens plus du titre. Je m'en souviens plus. Mais en tout cas, bref, j'ai lu Les Ravagés de Louise May, publié aux éditions Pocket. Alors ici, on est avec Alex, qui est une flic, une mère célibataire, et elle travaille dans un département fictif qui s'appelle la Brigade des crimes et délits sexuels. Et là, un jour, il va arriver deux affaires différentes, mais qui semblent justement être liées. Puis surtout, c'est que ces deux affaires en question ne ressemblent pas aux autres affaires que la Brigade des crimes et délits sexuels, habituellement les affaires sur lesquelles ils enquêtent, ne ressemblent pas aux deux affaires. Mon Dieu, quel résumé horrible! Bon, ils vont enquêter sur deux affaires qui ne ressemblent pas à ce sur quoi ils travaillent habituellement. Bon, je suis pas sûre que c'était mieux, mais en tout cas. Alors, dans ce roman, je pense que c'est une autrice qui aime beaucoup, à travers ses histoires, dénoncer, et on le sentait fortement dans ce livre. Quand je dis dénoncer, je vous donne des exemples. À travers cette histoire, elle va dénoncer, entre autres, l'abus de pouvoir qu'on retrouve souvent dans les histoires de délits sexuels. Elle dénonce aussi à quel point on a tendance à banaliser souvent la chose. Tu sais, genre, Roger. Roger. Tu sais, c'est un petit coureur de jupon. Faut pas prendre ça au sérieux, là. Si t'as touché une petite fesse, faut que t'en ris, là. C'est pas sérieux. Il est gentil, Roger, dans le fond, là. Tu sais, prends pas ça au premier degré. Voyons donc. Tu sais, il y en a des histoires comme ça. Je suis sûre que ça vous est tous déjà arrivé. Fait que, tu sais, ça, c'est juste des exemples. Mais l'autrice, justement, à travers cette histoire, dénonce beaucoup ce genre de trucs. C'est important de le faire. Je suis contente qu'elle le fasse, cette autrice. Puis, tu sais, souvent, on le dénonce parfois dans des ouvrages de non-fiction, mais je pense que c'est également important de le faire dans des romans. Et donc, voilà. Bravo pour ça. Le problème que j'ai eu avec ce roman, c'est que, en fait, je me l'explique pas tant, mais je me suis dit que justement, c'était peut-être parce que l'autrice voulait dénoncer plein de choses que je me sentais un peu perdue à travers tout ça. Parce que toutes ces choses qu'elle dénonce, c'est à travers, tu sais, au début du livre, Alex et son collègue sont toujours voyons, j'allais dire en entrevue, je pense pas que c'est le bon terme. Ils sont toujours en train d'interroger des témoins, des suspects. Et c'est à travers ces entrevues-là qu'on dénonce justement plein d'histoires qui sont arrivées à plein de femmes différentes. Puis tu sais, c'est parfait, comme je vous dis, mais en même temps, moi, j'avais un peu l'impression de me promener, d'aller nulle part où c'était pas précis, tu sais. Et surtout au début du livre. Tu sais, à un moment donné, ça va finir par
on va finir par ramener tout ça vers une histoire, mais j'ai trouvé que c'était un peu comme le livre précédent, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop long avant qu'on réussisse à ramener tout ça. Puis encore une fois, j'avais un peu déjà décroché. Je sais pas si c'est le fait que c'était la fin de l'année, puis je décrochais peut-être un peu plus rapidement que, que le reste de l'année, je sais pas trop. Mais bref, j'ai pas tant aimé ça. Ben, je l'ai pas détesté, là, mais j'ai pas été si emballée que ça, malheureusement. Donc voilà pour mon expérience avec Les Ravagés. Une autre autrice que j'aime habituellement beaucoup, puis ben là, juste à mon ton, vous devez le savoir, qui m'a un peu déçue avec ce roman. Tu ne m'échapperas pas de Lisa Gardner, publié au livre de poche. Alors ici, on est avec, on dit-tu policière, inspectrice, je sais pas trop, inspectrice, oui, Rainey Connor. Et en fait, au tout début du livre, il va y avoir une fusillade dans une école d'une petite bourgade très tranquille habituellement, située dans l'Oregon aux États-Unis. Et donc, évidemment, personne ne s'attend à ça. Et là, le constat, c'est que c'est le jeune Danny, 13 ans, qui est le responsable de cette fusillade. Et ce qui complique les choses, c'est que le jeune Danny, ben, c'est le fils du shérif de la place. Et donc, ce ne sera pas facile pour Rainey d'enquêter justement sur cette fusillade. Et tu sais, je vous dis enquêter, c'est qu'en fait, Rainey et son partenaire Quincy qui va arriver, qui est lui comment on dit donc? Lui, il est spécialiste là, justement pour les fusillades en milieu scolaire. Donc, Quincy, qui est instructeur au FBI, il va l'épauler dans tout ça. Et les deux pensent que peut-être Danny n'est pas le seul responsable, c'est-à-dire qu'il a peut-être commis les gestes pour quelqu'un d'autre. Mais bon, on n'en est pas certain, c'est là-dessus qu'on va enquêter dans ce roman. Alors, dans ce cas-ci, comme je vous dis, il m'a un petit peu déçue, mais je pense que c'est parce que mes attentes n'étaient pas du tout à la bonne place. Moi, j'aime Lisa Gardner quand elle développe pour sa capacité à développer la psychologie de ses personnages. Et donc, moi, quand j'avais lu le résumé de ce livre, je m'attendais à ce qu'on développe psychologiquement le personnage de Danny, tu sais, à savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune garçon pour commettre quelque chose d'aussi horrible. Donc, tu sais, qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête? Puis j'avais aussi envie qu'on développe au niveau des personnages qui entourent Danny, ses parents, entre autres, tu sais, à quel point, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans sa vie, quand ton enfant que t'aimes, tu te rends compte qu'il est responsable d'un geste aussi horrible, tu sais, je trouvais qu'il y avait un potentiel énorme. Et finalement, oui, on développe un peu autour du personnage de Danny et de sa mère, mais tout le développement psychologique est fait en majorité sur le personnage de Rainey, l'enquêtrice, et de celui qui va l'épauler dans l'enquête, Quincy. Parce qu'on comprend vite que Rainey a eu une enfance très difficile, une enfance traumatisante. Je vous dirai pas pourquoi, parce qu'on va l'apprendre à travers l'histoire, justement. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses qui vont être liées, justement, à Rainey et à son enfance. Mais moi, c'était tellement pas ça que j'avais envie de développer. Je m'en foutais un petit peu, moi, de Rainey et Quincy. Fait qu'inévitablement, ben, j'ai été super déçue parce que c'était pas de ça que j'avais envie qu'on traite dans le roman, tu sais. Mais quand même, même si, mettons, là, que j'avais pas eu d'attente, là, je vous dirais que quand même, c'est un roman policier que j'ai trouvé loin d'être mauvais. Là, tu sais, on passe toujours un bon moment avec Lisa Gardner, honnêtement. C'est un peu une valeur sûre, mais c'était quand même assez moyen. Tu sais, pour avoir lu plusieurs autres livres de cette autrice, c'est vraiment pas son meilleur. À mon avis. Écoutez, tous les goûts sont dans la nature, mais pour moi, c'était dans son... C'était pas le pire, là, mais c'était vraiment pas dans les meilleurs. Voilà. Un autre auteur que j'ai lu quand même assez souvent, finalement c'était vraiment le deuxième segment était consacré à des auteurs que je connaissais, on dirait que je le réalise en vous en parlant.
Alors, j'ai lu pour finir ce bilan lecture Le Passager de Patrick Sénécal. Alors ici, on est avec un prof, Étienne Séguin, il n'a même pas 30 ans. Et Étienne est très content parce qu'il va avoir un poste dans un cégep, il me semble que oui, dans un cégep à Drummondville, mais Étienne, lui, habite à Montréal. Donc, en fait, le contrat qu'il a, il ne travaille pas à chaque jour, je pense qu'il travaille 3 jours par semaine. Mais bref, ça l'amène à faire la route de Montréal à Drummondville, je le dis avec un accent anglais, de Montréal à Drummondville. Puis tu sais, c'est un trajet d'à peu près 1 heure et quart. Et donc, vu qu'il trouve ça plutôt ennuyant, il va un jour accepter de prendre un autostoppeur avec lui. Et là, ben, c'est à partir de là que, on va tomber dans quelque chose de très noir. Vous devez vous en douter si vous connaissez un peu l'auteur, mais c'est ça. Je ne développerai pas plus parce que c'est le plaisir de le découvrir. C'est un roman sérieux, là, c'est un bon divertissement. Là. J'ai eu du plaisir à lire ce livre. Le problème, c'est que j'ai trouvé que tous les procédés de ce roman étaient des procédés que j'ai déjà vus, ben souvent, peut-être pas souvent, mais des procédés que j'ai déjà vus dans d'autres romans. Et c'est, tu sais, je donne un exemple, notre personnage principal, Étienne Séguin, puis là, inquiétez-vous pas, je vous spoil rien, là, ça c'est écrit en 4e de couverture. C'est un homme qui est amnésique, en fait, la première partie de sa vie, de 0 à ses 8 ans, je pense. C'est une amnésie totale, il se souvient absolument pas des 8 premières années de sa vie. Et là, ben, tout au long du roman, plus on avance dans le livre et plus là, il va se souvenir tranquillement, pas vite, de toute cette partie de sa vie. Moi, je trouve les personnages amnésiques là, dans les thrillers, là, ça fonctionne honnêtement, mais ça m'impressionne pas. Tu sais, je trouve que c'est facile comme procédé, tu sais. Fait que là, ben évidemment, plus on avance dans le livre, puis plus on est content de remplir les trous sur la mémoire de notre personnage, mais my God que c'est facile, tu sais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je me sentais. Puis la fin aussi du roman, encore une fois, je vous le dis, ça fonctionne, là. Mais là aussi, je me suis dit, ouais, c'est le genre de fin que j'ai déjà vu par le passé. Fait que bref, un roman qui fonctionne, un bon divertissement, mais j'ai vraiment pas été impressionnée. Mais quand même, si vous avez envie d'un bon petit thriller qui se lit rapidement, absolument que je vous le recommande. Alors, ben là, on arrive à la fin de ma vidéo. Puis là, en même temps que je vous dis ça, je me dis, merde, je n'ai pas l'autre roman. Parce que, tu sais, je vous avais dit qu'à la fin, j'allais en arriver à une conclusion et vous dire quels sont les thrillers que vous devez lire absolument. Ben, selon moi, selon mes goûts, évidemment. Eh bien, il y en a un que c'est facile, La Défense Lincoln de Michael Connelly. Mais l'autre, ça serait mon roman de Franck Tillier, Le manuscrit inachevé, qui était vraiment excellent également. Si vous avez envie, comme je vous disais, d'un page-turner, là, au pelay, que vous allez être servi avec le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Donc, c'est mes 2 recommandations ultimes de cette vidéo consacrée au thriller. Alors, ben voilà, qui termine mon bilan lecture. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été là. Et je vous reviens d'après moi dans à peu près 2 semaines. On sera de retour dans mon superbe décor habituel devant mes 2 bibliothèques dépareillées, pas pareilles. Mon chum, des fois, il me dit, mon Dieu, Cindy, tu pourras au moins t'acheter 2 bibliothèques pareilles puis centrer tes vidéos. Écoutez, comme je vous disais, c'est pas mon point fort. D'après moi, si vous aimez regarder mes vidéos, c'est certainement pas pour mes décors. Donc, ben voilà, je vous retrouve bientôt. Et c'est vrai, c'est ma première vidéo de l'année 2025, puis je vous ai même pas dit bonne année. Oh, bonne année! Je vous souhaite vraiment une très, très, très bonne année 2025. J'ai très hâte d'échanger tout au long de l'année avec vous sur vos lectures, vos coups de cœur, vos déceptions, n'importe quoi, mais j'aime toujours beaucoup jaser avec vous de
de livres, de lecture. Alors, ben voilà, bonne année 2025, je vous quitte là-dessus et on se revoit très bientôt. Bye!